Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours. Comme toujours, vous le savez, c'est une émission consacrée au patrimoine vivant, au patrimoine matériel, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, au programme logis, jardin d'agrément, jardin fruitier, potager, rivière, rencontre au paradis. Tous les chemins mènent à Chaligny, à Sainte-Pexine. Nous avons rendez-vous avec le propriétaire du domaine, Monsieur Alain Durand. Et puis c'est une émission en public. On a l'honneur d'accueillir les CM1 de l'école Sainte-Helme au Sable d'Olonne. Vous pouvez vous applaudir. Soyez les bienvenus. C'est un jardin extraordinaire. Né sous le signe Phytosagittaire, opéré dès la naissance des végétations, le petit Alain Durand a grandi dans les choux et les fleurs d'une famille d'horticulteurs. Une telle passion pour les plantes était inscrite dans ses gènes évriers, tout droit hérité de son glaïeul maternel et paternel. Pas étonnant donc que, dès son plus jeune âge, il flirte avec les fleurs, se plonge avec délectation dans les lectures passionnantes avec Bougainvilliers à effeuiller. Un tantinet provocateur, en doux de la feuille, il adore charrier dans les bégonias, pousser mémé dans les orties. Adolescent, hop, ça ne s'arrange pas, il met les bouchées doubles, coureur sur pistil, il se rend très souvent au fond du jardin, dans la cabane du bêcheur, mettre ses rêves en pot, absinthe vierge, pavot de famille, kiff-kiff et pois chiches, ciboulettes de shit et sarbacane, mirabelle de nuit. Et en amateur du sensible, du beau, il persille et lague des cygnes. Passionné de musique, il part souvent en balade avec Chopin, adore les fugues dans les parcs et les jardins, passe son bac mention Jean-Sébastien. Aucun doute, l'horticulture, l'architecture et la musique lui tendent les bras. Mais voilà, en brillant élève qu'il est, HEC en a décidé autrement, c'est vers le monde de la banque qu'il se dirige. Mais la passion ne s'est pas éteinte. Il quitte le métier et reçoit son plus beau diplôme, le diplôme des beaux arbres. À la recherche d'un paradis, c'est au domaine de Chaligny que c'est pas le Maine. Là, je vais vous dire, c'est le coup de cœur. Une belle aventure commence. De cette maison des champs à restaurer au logis d'exception qu'il est devenu, avec le label national de jardin remarquable en 2007, il est passé de l'eau sous les ponts et les bétonnières et les brouettes depuis plus de 20 ans. Bienvenue dans un parcours en chantier. Pièce par pièce, ou quasiment pierre par pierre, il restaure, s'approprie les lieux et avec l'aide de Marc Barbeau, ex-jardinier chef à l'Élysée, ils vont transformer ce lieu tout en respectant l'esprit de Chaligny en un paradis terrestre et faire de ce logis et de ce jardin un lieu de culture où se croisent les arts et les métiers. Allez, comment décrire Chaligny ? Quelle est son histoire ? Comment le rêve est devenu réalité ? Pour nous faire visiter les lieux, nous recevons son propriétaire, Alain Durand. Soyez le bienvenu. Merci de votre accueil. Il faudra me donner le texte. Avec plaisir. Alors, avant de commencer la visite et la visite en public, permettez-moi de vous présenter, comment dirais-je, 2 monuments. 2 Gugus inscrits au patrimoine de cette émission. J'ai nommé nos 2 Jean-Pierre. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. J'ai envie de dire bonjour les petits-enfants. Mais oui. C'est bien, on retrouve notre âme d'enfant. Ah mais c'est indispensable pour bien vivre. Vous l'avez jamais perdu? Non, pas trop. Ah. Non, pas trop. J'ai toujours gardé. Ça me permet de m'étonner en permanence. Bon, les enfants n'ont pas manqué de remarquer vos lunettes. Ouais, mais je vais changer tout à l'heure. Vous avez une autre paire? Oui. Que de suspense. Si des fois je perdais la première. Alors au menu? Un poisson de saison, le maquereau, il y en a à profusion. Oui. Ça fait partie des poissons bleus avec la sardine et l'anchois. Et il faut en profiter puisque c'est un poisson qui est chic et pas cher. Et donc populaire, puisqu'on est en période de crise, il faut faire attention un petit peu au budget repas. Et le maquereau correspond complètement pour déguster du poisson à un prix abordable et raisonnable. Et en plus, on se régale. Chic, pas cher et populaire. Et c'est populaire. le maquereau qu'il vous faut. Oui. C'est Vive le maquereau. Jean-Pierre Bertrand, des témoignages autour des logis, de la restauration, des jardins? Sur la restauration de logis, on avait il y a quelques semaines invité un couple qui nous a parlé. Donc je me suis dit qu'il fallait partir sur autre chose. Et puis je me suis dit, les logis, c'est le lieu où autrefois on allait cueillir le soir. Quand le propriétaire a été couché, on allait lui cueillir ses fleurs la veille du 1er mai. D'accord. Donc on va avoir un témoignage. Et puis le deuxième, c'est parce que alors là, c'est complètement romantique. Hein. Je me suis dit, allez, ces lieux,
Bah, ça a enthousiasmé tout le 18e, Marie-Antoinette avec les bergères, les pastourelles, etc. On se fait une petite chanson dans un jardin d'amour, voilà, qu'on va dédier à tout le monde, parce que Évidemment. c'est un autre temps. Alors, si on chantait. Donc les enfants pourront repartir avec une chanson à l'école. On va même faire en sorte qu'ils l'apprennent. Merci beaucoup. On voit ça dans un instant. Alain Durand, quel est le chemin qui vous a mené à Chaligny? C'est quoi cette histoire et pourquoi Sainte-Pexime? Quel est votre Oui, parcours? alors, bon, il faudrait une semaine pour en parler, mais je vais essayer d'être bref. Oui, on va dire que je me suis aperçu que j'avais focalisé effectivement toutes mes passions ici à Chaligny. Mais je n'étais jamais venu en Vendée. Je ne connaissais pas la Vendée. Je suis originaire de la Méditerranée, la région niçoise, issu d'une famille modeste d'horticulteurs. Vous savez, on est toujours façonné par le petit enfant qu'on a dans son ventre. C'est-à-dire que je suis né dans un village médiéval, Cannes-sur-Mer, un très joli village où a résidé le peintre Renoir aux Colettes, et mes arrière-grands-parents étaient voisins du peintre Renoir. Oui, tout à fait. Donc, ils ont créé d'ailleurs une rose dédiée à Renoir, qui existe encore, qui est dans le jardin. Ok, vous avez ramené à Chaligny. Et donc ce village m'a toujours plu parce que c'est vraiment magnifique. C'était magnifique parce que l'urbanisme actuel a un petit peu défiguré. Mais à l'époque, vous savez, c'est une colline. C'est un peu toscan, une colline avec un château qui le domine. Et ça, ce qui me passionnait, c'était un château crénelé. Donc, et tout gamin, j'ai commencé à le dessiner. Ma mère m'a conservé un dessin que j'avais fait à l'âge de 5 ans, effectivement, le profil de la colline et puis les créneaux du château, et avec des maisons. Alors j'ai toujours été attiré par les dessins de maisons. Architecte, vous auriez pu devenir architecte. Mais je me suis découvert tout jeune effectivement une vocation d'architecte, mais pour être architecte, effectivement, il faut passer des études et faire 7 années d'études complexes, et mes parents n'avaient pas les moyens de m'envoyer à Paris pendant 7 ans. Donc j'ai continué mes études au lycée de Nice, et j'ai passé des concours de grandes écoles. J'ai pu entrer à HEC et finalement ça a été très très bien comme ça parce que ça m'a donné une formation de généraliste. Mais j'ai toujours voulu exploiter cette passion de l'architecture. C'est que j'ai énormément visité autour de Paris, il y a énormément de choses à voir en termes d'architecture et d'histoire de l'architecture surtout. J'ai bien compris tout ça et je me suis dit, le jour où j'ai commencé à travailler, je n'avais pas un sou devant moi et je me suis dit, je ne vais pas commencer à louer et perdre un tiers de mes revenus mensuels. Donc je me suis dit, je vais acheter. Mais je n'avais pas de sous. Mes grands-parents m'ont aidé pour apporter la petite somme nécessaire pour acheter. Et je me suis endetté auprès d'une banque déjà. Ce qui, au lieu de verser un loyer, j'ai commencé à épargner. Donc au bout de 3 ans, c'était à Montmartre, dans un fond de cours, et c'était pas ravalé, et puis entre-temps, c'était ravalé, etc. Et c'était la spirale immobilière à l'époque, donc j'ai très bien vendu, puisque je fais tous les travaux moi-même, ça ne m'a pas coûté extrêmement cher. Et j'ai recommencé ça, et j'ai fait ça pendant 5 fois à Paris. C'est-à-dire que dès l'instant, à chaque fois, vous grossissiez un petit peu. Ce qui m'intéressait, c'était le projet architectural chaque fois. Mais plus qu'un projet de construction, c'était un projet de restauration, finalement, qui m'intéressait. Et j'ai toujours acheté des appartements dans des immeubles intéressants, mais pas ravalés, et puis avec d'énormes travaux à faire. Et les 2 derniers appartements que j'ai eus, c'était en fait des locaux commerciaux qui étaient dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, sur la place des Victoires. Et donc j'ai pu acheter ça au moment des crises, parce qu'il y a eu des crises immobilières, et dans de bonnes conditions. J'ai fait les travaux moi-même, déposé les permis de construire, parce qu'il faut toujours changer. C'est-à-dire que si vous achetez un local commercial, il faut déposer un permis de construire si vous voulez l'habiter. Et voilà, donc, pour expliquer cette passion de l'architecture, et je me suis dit, ce qui m'intéresse, moi, c'est le projet, parce que quand le projet est achevé, ça ne m'intéresse plus. Il faut que je passe à autre chose. Et je me suis dit, il vous fallait un gros chantier. Voilà, je me suis dit, pour m'occuper pendant ma retraite, j'ai dit, je me connais, si je prends un chantier qui dure 10 ans, c'est pas à 80 ans que je vais recommencer. Donc, il me faut un projet à 30 ans d'échéance. Voilà. Et donc, mais j'ai réalisé ça assez tôt, bien avant de prendre ma retraite. Et je me suis dit, mais bon, pour formaliser ce projet, il faut quand même
que j'ai un minimum d'idées. Et je me suis mis en chambre avec moi-même pendant tout un week-end et j'ai décrit, je dis mais quelle est ta maison idéale ? Alors ma maison idéale, alors j'ai commencé par l'environnement. Je voulais retrouver les sources méditerranéennes, c'est-à-dire le soleil et la mer, la pierre calcaire et la tuile romaine. Bon, ça pour moi c'était indispensable. Donc ensuite, puisqu'il faut restaurer, il faut choisir une époque. Et moi, mon époque préférée, en termes, alors cette fois d'architecture intérieure, pour les volumes, c'est la première moitié du XVIIe siècle. C'est l'époque Louis XIII. C'est Henri IV, Louis XIII, avant Louis XIV. Et voilà, donc je décris, première moitié 17e, et je voulais absolument un escalier Renaissance. D'accord, avec des critères déjà bien... L'escalier Renaissance, vous voyez, c'est l'escalier qui existait avant que Mansart invente l'escalier qui tourne le long des murs. Et là, le problème, c'est qu'à cette époque-là, les marches étaient en pierre. Avant cet escalier, il y avait l'escalier en colimaçon, vous savez, l'escalier tournant, que tout le monde connaît. Et là, c'est l'escalier qui tourne, mais qui va tout droit. C'est-à-dire que vous avez une première volée, un palier, et puis ça repart de l'autre côté. C'est très classique de la Renaissance. Et c'est un escalier qu'on appelle un mur des chiffres, parce que pour soutenir ces marches, qui sont très lourdes, d'un côté, vous avez déjà un mur pignon, et de l'autre côté, il faut inventer un mur. C'est ça, on appelle ça le mur des chiffres. Alors, il soutient les marches, vous arrivez au palier, et puis il soutient les marches de la deuxième volée qui vont à l'étage. Mais pourquoi j'aime ça? Je n'en sais rien. On ne sait pas très bien pourquoi on aime les choses. On ne sait pas toujours, et c'est peut-être pas grave. On ne sait pas toujours. Mais j'avais envie de ça. Donc, je voulais un escalier de chiffres. Ensuite, je voulais à l'intérieur, comme dans le Midi, des tomates au sol. Et je voulais qu'il y ait le maximum, effectivement, de survivance, c'est-à-dire des portes anciennes, des cheminées anciennes, etc. Et tout ça en très mauvais état, parce qu'il fallait qu'il y ait au moins 30 ans de travaux. Et puis, il fallait qu'il y ait minimum 10 pièces, il fallait qu'il y ait au minimum 5 hectares. Je voulais un bois et je voulais une rivière. Ça faisait beaucoup de... Mais il y avait encore d'autres choses que j'ai peut-être oubliées aujourd'hui. Mais ça a été très facile, finalement, parce que je n'ai absolument pas cherché. J'ai envoyé cette proposition à 4 agences spécialisées dans ce type de recherche. En 5 mois, j'ai eu 300 propositions. Sur les 300 propositions, il n'y avait qu'une dizaine qui tenaient à peu près la route. Parce que j'avais des propositions de maisons absolument merveilleuses, mais dans les Vosges ou en Lorraine. Enfin, je dis, où est la mer? Et donc, on m'a fait des propositions que j'ai retenues tout près de l'océan Atlantique. Ah oui, il fallait que ce soit à moins de 4 heures de Paris. D'accord, c'est un critère. Voilà, c'est critère. Parce que je voulais pouvoir faire l'aller-retour. Il n'y avait pas d'autoroute à l'époque. Je voulais pouvoir faire l'aller-retour dans la journée. Donc 4 heures de Paris maximum. Et donc c'est ce qui m'a amené en Vendée. C'est-à-dire que j'ai visité 10 propriétés qui étaient sud de Loire, Nord-Garonne, donc sur le côté atlantique. Les 9 premières que j'ai visitées, il y avait toujours quelque chose de rédhibitoire. Ou un pylône électrique, ou une ferme qui sentait très mauvais, ou une 4 voies. Enfin, je commence quelque chose. Et il me restait à visiter Cheligny, qu'on m'avait proposé 3 fois, que j'avais un petit peu rejeté, parce qu'on m'avait envoyé des photos prises l'hiver. Qui donnait pas forcément... Qui donnait absolument pas envie de visiter ça. Mais une 3e fois, ça m'avait été présenté par le notaire de Saint-Hermine, qui avait fait une photo intéressante de la cour, en couleur. Oh, j'ai dit ça, je vais voir. Et arrivé à Cheligny... C'est l'évidence. Alors, ça a été... Ce qui est incroyable, c'est que j'avais mon cahier, j'ai tout noté. Tout était là. Tout était là. Vous cochiez toutes les cases. Toutes les cases étaient là. C'était extraordinaire. Et j'étais absolument emballé. Mais je me suis dit, il me reste à voir la mer. Je n'étais jamais venu en Vendée. D'accord. Et pour voir la mer, alors je demande où est la mer. On me dit, il faut aller au Sables d'Olonne. Bon, d'accord. J'ai dit, je vais dormir, c'était un vendredi. Je vais dormir au Sables d'Olonne pour voir la mer et je reviendrai demain s'il le faut. J'arrive au Sables d'Olonne, alors j'avais très peur de voir l'océan Atlantique. Pourquoi? Parce que je le connaissais au Touquet et je le connaissais à Biarritz. D'accord, vous ne connaissiez pas... Et il y a des vagues énormes. Ah oui. J'ai failli laisser la vie d'ailleurs. J'étais frappé un jour par une vague qui m'a emmené, je ne savais plus où j'étais, je ne savais pas où était le haut et le bas. Et je me suis dit, si c'est ça... Et j'arrive au Sables d'Olonne. Mais les bras me tombent. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la baie des Anges. Parce que l'eau est très calme. Et ce soir-là, elle était particulièrement calme. Et elle était bleue. Ah oui. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Moi, je vois l'océan Atlantique avec des rouleaux énormes, gris, verts. Et là, c'est une mer bleue comme à Nice.
Je dis, il faut que je reste là. Et donc, j'ai rappelé le notaire le lendemain matin. J'ai dit, écoutez, je voudrais revoir la maison. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et ainsi est née l'évidence et le coup de cœur. Voilà, mais un coup de foudre. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que tout était délabré. Ouais. C'est une maison, si vous voulez, c'est une maison qui était restée dans la même famille depuis l'origine, depuis le début du XVIe siècle, depuis 500 ans. Mais c'était plus tellement entretenu. Il fallait refaire entièrement les toitures, les ouvertures, et puis surtout le jardin. Il y avait à faire, quoi. Le jardin, parce que le jardin n'était plus du tout entretenu en termes de jardin, quoi. C'était des champs avec de l'herbe haute, avec des chevaux qui tournaient autour de la maison. Voilà. Je vous propose, on va marquer une pause. On revient après à Chaligny. Vous nous raconterez cette aventure, l'aventure de la restauration, des jardins, des rencontres, des voyages aussi. Mais avant, on passe à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Avec plaisir. Voilà, donc on parlait du maquereau. Du maquereau. Voilà, qui est un poisson intéressant à cuisiner à toutes les sauces. Alors là, c'est une des nombreuses recettes la plus connue. On enduit les maquereaux ultra frais, il faut qu'ils soient bien raides. Et on les enduit de moutarde, on cisèle un petit peu le dessus du maquereau et on le fait griller ou un grill à gaz ou un grill au barbecue. À l'heure actuelle, bientôt ça va être la mode des barbecues. Et une fois qu'ils sont bien grillés, on met un petit peu de crème dans le fond d'un plat et on les finit au four. Et là, il n'y a rien d'autre à rajouter, ça devient délicieux, bien couvert avec un papier dessus. C'est extra, voilà. Et autrement, une des autres recettes faciles, c'est le maquereau vin blanc. Vous faites un courbouillon avec du vin blanc, du vinaigre de cidre, des oignons, des échalotes, des carottes, un petit peu de clou de girofle, du thym, du laurier. Vous montez ça à ébullition, vous plongez les filets de maquereau dedans et vous éteignez. Voilà. Et après, le lendemain, vous le mettez au frigo. Le lendemain, vous dégustez vos maquereaux au vin blanc maison. Voilà, sel, poivre. Et là, c'est une recette un petit peu similaire mais différente, qui est le maquereau moutarde. Donc il faut lever les filets de maquereau, les faire lever par son poissonnier, les enduire de moutarde, on rajoute du beurre, du vin blanc, on les met, donc c'est vraiment enfantin, vous pouvez essayer chez vous, le maquereau c'est vraiment à portée de toutes les capacités. Faut d'abord se jeter à l'eau, c'est que de lire comme le poisson, et le faire. Et donc après vous rajoutez un petit peu de crème à la fin de la cuisson, il faut que ça cuise au four pendant à peu près 10-15 minutes, voilà. Et vous avez un maquereau à la moutarde et au thym, avec des petites plantes de thym. Et vous rajoutez les herbes du jardin de l'époque, ça peut être du persil, ça peut être un petit peu de romarin, ça s'y porte également. La sauge également, tout est permis. Il faut essayer pour mettre la recette à votre goût. Et puis après, au gré des essais, vous allez réussir la cuisine de maquereau sans problème. Merci beaucoup Jean-Pierre. Alors les enfants, si un jour vous cherchez un chef cuisinier pour la cantine, vous saurez à qui vous adresser. Au menu maquereau. Le maquereau. Merci Jean-Pierre. Ça cuisine à toutes les sauces. Alain Durand, je reviens vers vous. Quand on est face au domaine de Chaligny, 30 ans, on sait qu'on part pour longtemps en termes de restauration. On respire, on prend le temps du diagnostic, de poser les choses ? Oui, bien sûr. Alors là, ça a été particulièrement formidable. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas été seul au début de cette aventure. Parce que ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Ça venait d'être protégé, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques l'année précédente. Et donc, il y avait déjà sur place un architecte des bâtiments de France pour instruire les premiers travaux à faire. Enfin, les premiers travaux, c'est le clos et le couvert. C'est-à-dire on commence toujours par la couverture et ensuite les ouvertures. Voilà. Alors donc, tout ça a pris 2-3 ans quand même. Et ça m'a permis surtout d'être en contact. Je venais à peu près tous les 15 jours pour voir l'évolution des travaux. Et ça m'a surtout permis d'être en contact avec l'architecte des bâtiments de France, avec qui je me suis très bien entendu. Et en fait, je me suis aperçu que c'était ma vocation. J'aurais dû faire ça. Et il m'a appris énormément de choses. Et nous n'avons jamais eu aucun souci. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui contestent effectivement les décisions. Moi, non, pas du tout. Parce que j'ai vraiment compris. Vous y mettiez du sens. Non, voilà, exactement. C'est-à-dire que quand on a un bâtiment historique, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et donc, il faut le savoir. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Bon, j'ai bien compris, par exemple, qu'on n'a pas le droit de percer d'ouverture. Voilà, bon.
Ben, c'est comme ça, mais il C'est faut l'esprit. l'accepter. Mais c'est l'esprit. Non, mais il faut restaurer l'identité du bâtiment, en fait. Et donc, il m'a appris énormément de choses. Et puis, il m'a surtout appris, effectivement, qu'à cette époque-là, et on sait, ça m'a vraiment resté, que tout, de la moindre pierre jusqu'au pan de mur, jusqu'à la tuture, etc., tout a un sens. Hein, et tout est le résultat d'une réflexion séculaire. C'était des époques où on bâtissait en fonction de chaque site, Local, oui. des vents, de l'humidité, etc. Et on prenait tout ça en compte. Et donc, ça a été vraiment très, très enrichissant pour moi, très intéressant, à tel point que par la suite, j'étais en contact très, très vite pendant 4-5 ans avec les archives de Bénévent. Et ensuite, les gros travaux étant terminés, je suis resté un petit peu seul, mais toujours avec cet esprit. Et chaque fois que je me posais une question, qu'il fallait restaurer quoi que ce soit, je me dis, mais j'essayais de me mettre à la place du constructeur d'origine. Je dis, mais qu'est-ce qu'il aurait fait pour répondre à cette petite question. Voilà, c'est ça, complètement. Et alors la chance, ensuite, c'est qu'on a retrouvé... Parce que quand je suis arrivé, il n'y avait plus aucun document. Ouais. Rien. Table rase. J'ai appris par les anciens propriétaires que les archives avaient été brûlées au 19e siècle. C'est un peu dommage, effectivement. Mais la seule chose que j'ai retrouvée assez rapidement, c'est en allant à la mairie, parce que le maire m'a dit, écoutez, dans le tiroir, il y avait un tiroir, mais large comme ça. Ouais. Et dans le tiroir, le cadastre napoléonien de 1830, aquarellé, fait à la main. Et on voit Chaligny, mais sur 1,50 m. Hyper précieux. Avec une précision extraordinaire. Il y a les bâtiments, bien sûr, qui n'ont absolument pas bougé depuis cette époque-là, mais surtout le tracé de tous les jardins. Il y a tout le parcellaire, avec l'indication jardin, verger, etc., l'aire de battage. Et alors on a retrouvé non seulement, parce qu'un cadastre, vous avez des numéros sur les parcelles. On va faire vite parce qu'après on a la chronique. Oui, vous avez des numéros sur les parcelles. On a retrouvé la matrice cadastrale qui vous donne l'identité de chacune des parcelles. Il y avait tout le tracé des alignements avec les arbres d'alignement. Donc, copier-coller. Tout était là. Voilà, tout était là. Le trésor était là. Voilà. On marque une petite pause. Jean-Pierre Bertrand, de bouche à oreille. Oui, comme je vous l'ai dit, depuis au moins le Moyen-Âge, le soir du 1er mai, et c'était une coutume, les jeunes gens honoraient les jeunes filles du village, de la commune. Ça se passait en ville aussi. Oui. Mais nous, dans notre monde rural, on honorait les jeunes filles en leur offrant des bouquets. Alors on va entendre le propos, ce bouquet s'appelle une feuillet. Et la petite chose, c'est que quand on n'aimait pas une jeune fille, on lui offrait des orties. Quand elle avait un sale caractère, on lui offrait des fleurs avec des épines. Il y a tout un discours. Le langage des plantes. Un langage des plantes. Oui, et on va entendre, parce que ça remonte dans le temps, mais n'empêche que cette dame a vécu le fleurissement de sa fenêtre par les jeunes gens. Donc c'est vers 1920. Et donc c'est Madame Marguerite Aligné, qui est de Vix, qui nous parle de ça. Et tout en écoutant, on va pouvoir voir, les enfants, les images du domaine de Chaligny, le logis de Chaligny. Il y avait quelque chose le 1er mai? Oui, ici on apportait la fouillaille. Les garçons apportaient la feuillée. Alors, il y en avait qui ont porté une feuillée, mais c'était quelquefois des orties. Des orties? Oui, parce que quand c'était une fille qui ne voulait pas ou qui ne leur plaisait pas, alors ils lui faisaient une fouillée d'orties ou de machin. C'est pas gentil, ça. Mais c'était pas gentil, mais enfin ça arrivait. Alors comment est-ce qu'ils allaient dans les bois pour ça, les garçons? Les garçons allaient cueillir chez les voisins partout. Chez les voisins? Chercher une fleur et puis alors après ils l'apportaient à la fille. C'était une fleur ou beaucoup de fleurs? C'était un bouquet. C'était un bouquet? C'était un bouquet. Oui. Ah, oui. Et vous en receviez des feuillages? J'en ai vu, oui, des machins, des feuilles. Oui, mais enfin, moi je savais que c'était un monsieur qui me plaisait pas. Et j'en profite, comme on a des enfants des Sables d'Olonne, pour leur dire qu'au Sable d'Olonne, il y avait une grande fête ce jour-là. Et les jeunes gens allaient sortir des mâts de bateaux qui étaient dans le port à tremper et les dressaient et mettaient des couronnes de fleurs et on dansait une ronde qui s'appelle la ronde de mai,
qu'on a recueillis et qu'on a refait danser aujourd'hui. Donc voilà, je viens au deuxième sujet. Alors là, on est dans le romantisme total. C'est une chanson complètement de l'époque de votre logis. Donc je vous laisse rêver, que je laisse rêver tout le monde, parce que voilà, c'est un autre temps. Alors là, c'est aussi vieux que vos pierres. Hein. Jardin d'amour, la belle va au jardin d'amour. C'est pour y passer la semaine. Belle, aimez-moi comme je vous aime. Berger, berger, n'as-tu point vu? Berger, berger, n'as-tu point vu? N'as-tu point vu passer la belle? Eh bien, merci beaucoup les Jean-Pierre. C'est déjà la fin de l'émission. On a compris que le cadastre avait été très précieux. J'imagine que le lieu s'est façonné avec des rencontres, avec des voyages. Bien sûr. Et devient... Alors, c'est bien de terminer cette histoire de Chaligny avec la musique, parce que c'est quand même un lieu important de culture, Tout à de fait. rencontres et d'art. Donnons des concerts chaque été. Eh bien, moi, je vous propose de revenir nous en parler pour Avec à plaisir. nouveau faire la suite de Chaligny et puis de ces rendez-vous artistiques. Avec grand plaisir. Merci à vous, merci aux enfants des Sables d'Olonne, bon retour chez vous. Et puis vous repartez avec une chanson et des histoires de mâts, de bateaux. Voilà, merci les Jean-Pierre. À toutes. À Bétoute. Et nous on se dit à Bétoute. À Bétoute les enfants. Avec toutes. À Tchefet. À Bétoute. À Bétoute. De velours, elle porte un jupon de velours.